Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Cette semaine, direction le Chinonais, un pays de vin mais aussi de fromage. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Au programme de cet épisode dans le Chinonais, nous irons arpenter les vignes de Clotilde Pin, viticultrice, puis de Gatien Laurent, producteur de fromage de chèvre, deux passionnés qui perpétuent les traditions familiales. Histoire de nous fera marcher dans les pas de Rabelais. Puis nous retrouverons Anne-Marie Nagelesson dans ses potagers en carré à la française. On poursuivra avec notre guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, un rable de lapin farci aux noisettes, légumes poêlés, jus au romarin. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. Aux confins de l'Anjou et du Poitou, le Chinonais tire son nom de la ville fortifiée qui domine la Vienne. La rivière et ses limons ont donné tout son caractère à ce terroir où l'on cultive l'art du bien-vivre depuis des siècles. Gatien Laurent y fait prospérer son troupeau de chèvres, tandis que Clotilde Pin a repris le domaine familial de la commanderie à Panzou. En cette fin de mois de septembre, les raisins arrivés à maturité retiennent toute l'attention de la viticultrice. C'est bien, il va arriver pile poil. J'espère qu'il y a un peu plus de vendanges. Clotilde Pin et sa sœur Honorine réalisent une vendange mécanique, plus adaptée à leur domaine morcelé s'étendant sur 4 communes. La mécanisation offre aux viticultrices une plus grande réactivité et permet de faire face à la grande hétérogénéité de maturité qui peut parfois être observée d'une parcelle à l'autre. Va falloir repasser à la main, je pense. Regarde, t'en as plein qui tombent pas et c'est mûr. Tout ça, ça tombe pas, c'est mûr. C'est hyper compact, hein, donc... Bon bah voilà, c'est ce qu'on appelle de l'expérience. Alors le moment des vendanges, c'est un moment stressant, angoissant, excitant, c'est un peu tout, parce que c'est quand même le résultat de tout un travail de l'année. On va avoir le fruit de la récolte. D'une année sur l'autre, c'est complètement différent, c'est pas comme il y a 30 ans. Hein. C'est une surprise tous les ans, on a des millésimes exceptionnels tous les ans, de par le réchauffement et d'autres paramètres. Pour faire face à ces changements, Clotilde a décidé d'implanter il y a 3 ans des vignes de Syrah, un cépage habituellement cultivé dans le sud de la France et que la viticultrice tente d'acclimater sur ce terroir. Là, sur cette grappe, on voit par exemple qu'il y a des graines qui sont encore roses, limite translucides. Donc c'est ce qui représente bien le millésime. On a une hétérogénéité quasi dans toutes les parcelles. Donc on a des baies acides et on a des baies qui sont plutôt mûres avec des pépins bien foncés, quoi. Alors planter de la Syrah ici, c'est quand même... C'est une aventure, c'est pour le fun aussi. Hein. J'en ai pas planté non plus une grande surface, j'ai une 40aine d'arts. Et puis, ouais, c'est une façon de voir un petit peu comment ça va s'adapter avec le réchauffement et voir si il y a peut-être des pistes à explorer par rapport à ça, quoi. Depuis qu'elle a repris le domaine en 2018, Clotilde a trouvé des solutions mécaniques et non plus chimiques pour gérer l'enherbement et la conduite des vignes afin de convertir le domaine en bio, et ce malgré la diminution des rendements. J'ai la chance d'avoir un père qui m'a laissé carte blanche sur pas mal de choses, dont la conversion du domaine. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'en était pas là, mais là-dessus, il a été assez ouvert, pas forcément réfractaire, plutôt interrogatif. Et c'est même lui qui a cherché des solutions et qui, je pense, a passé des nuits à réfléchir sur comment on allait faire. Voilà. Une fois le travail dans les vignes terminé, commence celui au chai. Sur le domaine familial, les sœurs produisent principalement du chinon rouge en utilisant un cépage de Cabernet Franc. Donc là, on est en train d'encuver du Cabernet Franc. Donc là, les graines arrivent, donc il n'y a plus de rafle, rien, c'est nettoyé, c'est propre, et puis on rentre tout dans la cuve. Et la fermentation, elle commencera sous 2-3 jours, quoi. Les grains de raisin sont ainsi disposés directement dans la cuve, sans que le jus ne soit extrait et séparé des fruits. Rapidement, il se forme ce qu'on appelle un chapeau, qui flotte au-dessus du liquide en fermentation. Donc là, en fait, on a encore des grains de raisin. Et en fait, on voit déjà les peaux et les pépins. Donc là, on a encore du jus. Hein. Et on voit ça colore vite les mains si on fait ça, par exemple. Voilà. Afin d'extraire les pigments, tanins et sucres résiduels, le chapeau doit être arrosé régulièrement avec le jus pompé en bas de la cuve. Cette opération appelée remontage permettra à la vendange de s'exprimer pleinement et déterminera les caractéristiques du futur vin. En fait, moi, ce que j'adore pendant les vendanges, c'est le remontage parce qu'on est en haut, on est tranquille. Et puis c'est vrai que c'est une des périodes les plus importantes pour bien contrôler la fermentation.
Afin d'obtenir le vin souhaité, la transformation des sucres en alcool au cours de la fermentation est suivie de près par les deux sœurs. Pendant plusieurs semaines, elles mesurent ainsi chaque jour la densité et le pH des différentes cuvées de chinon rouge, mais aussi rosé ou blanc. Les chinons blancs, alors, ils sont assez rares parce que le chinon blanc représente à peine 2% de la production de l'ensemble de l'appellation. C'est quand même des blancs qui vont aller sur les fruits de mer, les huîtres, la charcuterie pourquoi pas, et qui peuvent se garder 4-5 ans et au-delà certains millésimes. Ouais. À l'image de Clotilde, Gatien Laurent est en passe de reprendre l'exploitation familiale de la ferme Le Vazereau, située à La Roche-Clermont. Depuis 60 ans, des chèvres sont élevées sur ces terres et Gatien veille à entretenir des pâturages de qualité sur ces parcelles qu'il a lui aussi converties en agriculture biologique il y a peu. Dans une prairie, il y a plein de choses. Donc déjà, les chèvres, ce qu'elles vont s'intéresser, c'est manger toutes les herbes qui sont hautes. Tout ce qui est haut, tout ce qui lui titille un petit peu le nez, avant d'aller plus bas. Si on lui laisse le choix entre différentes plantes, elle va d'abord manger celle qu'elle préfère, et après, elle va laisser ce qu'elle ne veut pas manger. C'est un animal qui est très pointilleux sur ce qu'il mange. Pas moins de 400 chèvres sont présentes sur la ferme, mais l'éleveur veille au bien-être de ses bêtes à chaque instant. C'est une ferme où il y a toujours eu du monde à travailler. Aujourd'hui, on est 10 à travailler sur la ferme. J'ai moi, ma femme, mes 2 parents qui sont là, et après, c'est toute une équipe de collaborateurs dont la majorité ont plus de 20 ans d'entreprise. La majorité des personnes qui travaillent aujourd'hui avec moi m'ont connu tout petit. Donc c'est vraiment cet esprit de ferme familiale qui perdure. Après une formation en gestion et plusieurs expériences en élevage, le retour sur les terres qui l'ont vu grandir s'est fait tout naturellement. J'aime bien tout ce qui est petits ruminants, donc chèvres, moutons, j'aime bien. Mais je crois que je préfère énormément les chèvres. Ça a un regard, ça a un partage. Et allez, fait une bêtise, elle est contente, elle a mangé mes lacets. Hein, c'est câlin, ça vient toujours, je veux dire, on se pose partout, ça vient toujours voir avec plein de curiosité. Ça aime la compagnie, quoi. Un éleveur, c'est quelqu'un qui fait naître l'animal, qui l'élève depuis son plus jeune âge. Son troupeau, c'est tout, quoi. Je veux dire, il lui donne tout et il espère que derrière, l'animal lui redonne indirectement. Et c'est la force. Il faut que l'éleveur soit amoureux de ses animaux pour qu'ils puissent ressortir le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Grâce à son troupeau, l'éleveur fabrique du fromage et procède ainsi quotidiennement à 2 traites, le matin et en fin de journée. Chaque animal va être capable de produire jusqu'à 2,5 litres de lait par jour au printemps, mais un peu moins d'1 litre en hiver. La première chose qui influe sur la production de lait, la quantité, c'est la saison. La saison, la période de mise bas. Alors quand une chèvre va mettre bas, elle va avoir tout de suite après un pic de lactation, donc une augmentation de la production de lait. Et après, petit à petit, ça va diminuer tranquillement. Ça, c'est au niveau de la quantité. Après, sur la qualité, il y a énormément de facteurs qui rentrent, que ce soit l'alimentation, le bien-être animal, les saisons. Tout ça, ça rentre en compte, et ce qui fait qu'on a un lait de qualité qui évolue au fil de la saison. Après la traite, l'éleveur ajoute du lactosérum, aussi appelé petit lait, dont la flore bactérienne est propre à l'exploitation et va ainsi faire maturer le lait. Une fois que celui-ci est suffisamment acidifié, Gatien va alors pouvoir commencer la transformation du lait en caillé. Il faut toujours que ça soit en mouvement quand on met la présure. La présure, ça va très vite. Une fois qu'elle est mise, il faut se dépêcher de bien brasser. En fait, la présure, c'est une enzyme qui vient de la cueillette du chevreau. Donc, en fait, c'est ce qui est à l'origine de la découverte du fromage et de la création du fromage. Je veux dire, cette petite enzyme, elle a la particularité de pouvoir solidifier le lait. Et une infime goutte de présure peut permettre de transformer une grande quantité de lait en fromage. On a gardé ce savoir-faire, on a sans cesse repiqué notre petit lait, gardé toute notre flore, et ça fait notre authenticité et qu'on garde un produit qui est quasi semblable à celui que mon arrière-grand-mère faisait. Et si le fromage de Gatien relève d'un savoir-faire familial, le vin de Chinon demande également une attention à chaque étape de création.
Pour suivre la fermentation des jus de l'année, l'œnologue Florent Doublier se rend au chai de Clotilde Pin. De toute façon, celle-là, tu l'avais mis en cocotte hier? Oui. Elle est en infusion, 994. On n'a pas repris les densités parce que je pense que... Et du coup, vous avez besoin d'écouler que la 6, après vous êtes tranquille? Après, on peut laisser les autres en infusion, mais on reprend lundi. Moi, je laisserai les autres en infusion. Ah ouais? Attendre un peu. Alors, je travaille avec un œnologue. Pour moi, c'est important parce que de formation, déjà, je ne suis pas œnologue, mais ça permet de prendre du recul. Prendre du recul, pourquoi? Parce qu'au quotidien, on suit nos cuves, on goûte nos cuves, et je pense qu'on perd de l'objectivité. Chaque semaine depuis le début des vendanges, Florent accompagne Clotilde dans son travail de vinification et l'aide ainsi à réaliser des vins à l'image de son terroir comme de son histoire. Mon souhait pour l'avenir, c'est quand même de garder les assemblages des parcelles comme elles sont faites, comme mon père l'a fait depuis des années, mais tout en apportant, je dirais, un côté un peu plus rond, plus accessible, plus facile à boire. Les consommateurs ont changé et je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, c'est fini celui qui achète son vin et qui va le garder 10 ans avant de le boire. Aujourd'hui, il faut des vins faciles à comprendre, faciles à boire, accessibles et pas forcément à garder des années. Pour répondre aux attentes des consommateurs, la vigneronne propose une grande diversité de vins, élevés aussi bien dans des cuves en béton, inox ou en tonneau. Clotilde préserve ainsi les traditions de Chinon sans se refuser quelques innovations, comme avec la vendange de Syrah tout juste récoltée. Mais c'est des teintes qu'on a... Que t'as pas. C'est pas ce qu'on a sur le Cabernet, quoi. Non. Tout de suite, Un peu végétal. on Et sent on que ça trouve fait aussi. mûr, quoi. Ça fait confiture. Là, on n'est pas sur le fruit frais, on est sur la confiture déjà. Ouais, super. Là, ce qu'on a récolté, on vient d'en tirer des leçons. On a vu ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait changer. Mais ouais, je pense qu'il va nous falloir au moins 3-4 ans avant de pouvoir se caler pour vraiment obtenir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un raisin où il n'y a rien à redire, quoi. Et tandis que Clotilde élabore ses vins de demain, Gatien Laurent transforme le lait de ses chèvres. À partir du caillé issu de l'emprésurage, il va pouvoir mouler les fromages et extraire le surplus de lactosérum. Ça, c'est un mélange de charbon végétal, donc de cendres végétales, et de sel. On calcule à l'œil la quantité de sel qu'on met sur la table et donc la quantité de sel qu'on va mettre sur le fromage. Tout ce qui est le fromage, tout ce qui est technologique propre au fromage, voir son évolution, savoir interpréter. On a très peu d'indicateurs, tout est à l'œil nu, tout est tous les jours, comment on le sent, son odeur, son goût. Tout ce qui fait que le fromager, dans des fabrications fermières, ajuste sa fabrication, il ajuste sa technique. Après, le reste, ça repose sur de la gestuelle qui s'apprend et qui s'acquiert assez facilement, quoi. Après avoir été affinés, les fromages à maturité seront proposés aux clients des villes avoisinantes, mais aussi directement sur la ferme. L'éleveur commercialise ici jusqu'à une trentaine de fromages différents, répondant au goût et aux attentes des consommateurs. Nous, on représente un peu le fromage du Chinonnais, quoi, du coin, de la région. Un jour, un monsieur me dit j'ai donné 10 € à ma fille pour qu'elle aille se faire plaisir dans une grande surface du coin. Elle est revenue avec un fromage de chèvre de chez nous. Donc ça, c'est ce qui nous fait plaisir, quoi. La tradition fromagère initiée par les arrière-grands-parents de Gatien est aujourd'hui encore bien présente et continue de faire vivre ce territoire d'éleveurs. Alors, ce qui est plaisant dans ce métier-là, c'est qu'on fait quelque chose, on part de rien, d'une page blanche. On écrit toute l'histoire d'un produit et on le donne à quelqu'un. On le donne à quelqu'un et cette personne découvre le produit, découvre son goût, découvre son histoire. Et les gens nous le rendent bien et ça, c'est une grande richesse. C'est ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment ce contact avec le client et son retour sur la qualité de notre produit et sur le travail qu'on a fait. Au fil des générations, Gatien et Clotilde ont su préserver un patrimoine riche tout en apportant une touche d'innovation aux traditions de leur terroir. Dans Histoire de, découvrez un petit pain gargantuesque. Si le Chinonnais et sa capitale sont reconnus pour leur vin, la fouesse de Rabelais est une autre spécialité qui fait la fierté de ce territoire riche en histoire. Créée à l'époque gallo-romaine,
Cette petite brioche tient son nom du latin focus, signifiant foyer, car elle était cuite par les paysans dans la cendre de leur cheminée. Devenue un plat de base au Moyen-Âge, la fouasse connaît son heure de gloire au XVIe siècle grâce à un enfant du pays, François Rabelais, au travers de son célèbre roman Gargantua. La fouasse y est en effet à l'origine de la rixe entre paysans de villages voisins qui entraîna les guerres picrocolines après que les fouassiers de Lernay ont refusé de vendre leurs brioches aux bergers de Grand Gousier. Cette brioche parfumée au miel est agrémentée de noix et d'épices à sa sortie du four. Un mets que l'on peut ensuite déguster comme tel, ou bien ouvert en deux et garni de rillettes, de fromage ou même de poisson pour les amateurs de sucré salé. Cultiver soi-même de quoi se nourrir sainement au quotidien, voici le projet ambitieux qu'Anne-Marie Nagelesson souhaite mettre à la portée de tous. Et c'est tout de suite dans l'écologie en action. Le Chinonais est reconnu pour ses paysages et son patrimoine bâti, mais il recèle également d'autres curiosités sur les terres à proximité de la ville de Chinon. Depuis 20 ans, Anne-Marie Nagelesson développe ce qu'elle appelle le potager en carré à la française, une méthode de maraîchage biologique qu'elle a créée qui demande peu de place et de temps. Alors c'est le petit tour du jardin habituel où je regarde s'il y a des petites herbes à retirer, un petit peu de désherbage à faire. Donc là on voit à quel point les légumes sont resserrés dans cette façon de jardiner. Et il y a vraiment juste la place pour passer avec les outils. Avec cette méthode, Anne-Marie a défini le nombre de plants par carré et leur espacement afin de permettre une croissance optimale des légumes. À l'aide de ces bambous, elle dessine des carrés de 40 cm de côté dédiés à une culture qu'elle associera ensuite à d'autres carrés. Et on peut agencer ce module de 40 cm comme on le souhaite, en créant un grand carré, un rectangle, un L, un U. En fait, c'est extrêmement modulable pour s'adapter à tous les jardins. Il m'a fallu 7 ans pour arriver à finaliser une méthode qui maintenant permet, si on le souhaite, de vivre à deux en autonomie en ayant seulement 12 mètres carrés en surface cultivée. Aujourd'hui, Anne-Marie a adapté sa technique à plus de 100 plantes. Et pour celles qui ont besoin d'un peu plus de place pour se développer, comme les choux, la jardinière les dispose dans des angles afin que les végétaux puissent déborder dans les allées. Le chou romanesco, là, il faut vraiment le récolter, il est grand temps. On voit que la pomme est tout à fait bien développée. Actuellement, on a les petites chenilles de la pierride qui se régalent de ces feuilles. Et donc là, ce n'est pas un problème, on va les laisser, puisque de toute façon, il faut le récolter. Donc, il n'y a pas péril au potager dans cette situation-là. L'idée est justement de ne pas s'imposer, mais de se fondre dans un écosystème préservé. Anne-Marie accueille la biodiversité grâce à des empilements de bois et pierres, ainsi que des petits bassins qui vont permettre à un véritable écosystème de s'installer dans le potager. Un équilibre se crée alors dans ce jardin, tant nourricier que paysager, pour le plus grand plaisir de la jardinière. Je suis tellement heureuse parce que j'ai le toucher de la terre, j'ai les odeurs des plantes aromatiques, la beauté des fleurs, j'ai le rouge-gorge qui chante dans le frêne. Je passe, j'ai une grenouille qui m'observe dans son petit pot, je me sens vivante en fait. Le fait de jardiner, c'est vraiment quelque chose qui remplit l'âme et l'esprit, puisqu'on a des connaissances, ensuite on les pratique, etc. Ces connaissances, Anne-Marie les partage depuis 2015 dans l'école qu'elle a fondée. Elle accueille aujourd'hui 3 stagiaires autour d'une tisane verveine-étain issue de son jardin avant de commencer par un peu de théorie. Voilà, on ne va pas mettre côte à côte la même famille botanique, parce que les légumes d'une même famille botanique ont les mêmes maladies. Donc s'ils se touchent, tout le monde est malade, alors qu'on peut sauver une partie de la récolte dans le cas contraire. Et puis ils attirent aussi les mêmes insectes. Et le principe, c'est qui se ressemblent se désassemblent. Après la théorie, vient la pratique. Mais avant de démarrer leur plantation, les participants vont devoir s'atteler à la préparation du sol, l'un des piliers essentiels de la méthode d'Anne-Marie. Chacun commence donc par décompacter délicatement la terre. Il y a pas mal de vers de terre. J'entends qu'on s'émerveille
En agroécologie, on peut arriver à 300 vers de terre au mètre carré. Ah oui. On peut partir d'un sol sablonneux, d'un sol argileux. L'essentiel, par contre, c'est vraiment d'appliquer les principes d'agroécologie pour régénérer et entretenir durablement l'humus du sol. Donc ça passe par des gestes qui sont, ma foi, fort simples, qui reproduisent en fait ce que la nature a déjà mis en place, à savoir apporter du compost, en particulier à l'automne, et avoir des paillis permanents, des couvertures de sol permanentes. Les paillis sont réalisés généralement avec des tontes d'herbe issues des allées du potager. Ils seront utilisés aussi bien au pied des salades que sur les semis de radis. La petite étiquette où on va noter la variété et au dos la date de semis. Quand les gens viennent en stage ou dans des cours, en fait, ils repartent tout le temps en se disant « mais c'est super simple et aussi c'est très ludique ». Anne-Marie souhaite aujourd'hui que le potager en carré à la française s'exporte au-delà des terres de Chinon et lui permette ainsi de continuer à partager les fruits de sa méthode avec le plus grand nombre. Et maintenant, dans notre guide hédoniste, on remonte le temps à pied ou en bateau. À Chinon, plongée dans les mystères de la forteresse royale. Construite comme beaucoup de châteaux sur un éperon rocheux, elle domine la Vienne et la ville. Avec ses 3 parties, elle retrace près de 1000 ans d'histoire et l'un des épisodes décisifs de la guerre de 100 ans. Visite guidée ou non, exposition temporaire et même escape game vous attendent ici pour une plongée au cœur de l'aventure chinonnaise. À Saint-Benoît-la-Forêt, faites vos premiers pas dans les 5000 hectares des anciennes forêts royales de Touraine. Un sentier d'interprétation vous permet de découvrir les personnages emblématiques de ce territoire, de ne pas louper les vestiges de la préhistoire ou du Moyen-Âge et de comprendre aussi le rôle essentiel d'une forêt dans l'environnement. À Seuilly, découvrez l'une des figures emblématiques de la Touraine, Rabelais. Non seulement la Devinière, sa bâtisse en pierre de tuffeau y trône encore, mais vous y trouverez aussi un musée et un sentier vous menant sur les pas de Gargantua et vous dévoilant tout du long les paysages et les lieux des batailles épiques décrits dans le roman. Embarquez à Chinon et laissez-vous transporter sur les eaux de la Vienne pour apprécier les paysages ligériens au gré des changements de lumière. C'est à bord d'un bateau traditionnel que vous remonterez l'histoire et découvrirez, selon la thématique de la promenade, le patrimoine de la confluence Vienne-Loire ou la faune et flore locale. Pour finir, le chef Guy Martin sublime les trésors du Chinonnais dans ses cuisines. Aujourd'hui, je vous propose un rable de lapin farci aux noisettes, poêlé de légumes, jus au romarin. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 2 rables de lapin, un blanc de volaille, un blanc d'œuf, 50 g de crème fleurette, 40 g de noisettes, 3 échalotes, 4 gousses d'ail, une branche de romarin, 2 branches de thym, 250 g de pommes grenaille, 200 g de champignons de Paris, 5 brins de persil plat, 150 g de beurre, 20 centilitres de vin blanc, 1 demi-litre de fond de volaille, sel, poivre du moulin et huile d'olive. Réservez quelques noisettes pour le dressage et hachez le reste. Enlevez les rognons et désossez les rables de lapin. Coupez les rognons en 2, concassez les os. Réservez. Coupez en petits morceaux et mixez le blanc de volaille avec du sel et du poivre. Ajoutez le blanc d'œuf, mixez, puis mettre la crème fleurette et mixez de nouveau. Passez la farce fine au tamis et ajoutez les noisettes concassées. Mettre dans une poche et réserver au frais. Ouvrir les rables de lapin et les mettre sur un film et assaisonner. Mettre un boudin de farce fine au milieu, ajouter 2 demi-rognons. Roulez le rable de lapin dans le film. Pour bien serrer votre film, passez délicatement vos doigts dessous. Mettre les pommes grenailles sur une plaque avec les branches de thym, 2 gousses d'ail, 2 noisettes de beurre, un filet d'huile d'olive et assaisonner de sel fin et de poivre. Enfourner à four chaud à 165 degrés pendant 30 minutes. Coupez les queues des champignons de Paris, les réserver pour la sauce
et coupez les têtes en quartiers. Effeuillez le persil plat et le hachez. Gardez les queues de persil pour la sauce. Épluchez et émincez grossièrement 2 échalotes. Coupez les 2 gousses d'ail restantes en 2 et les dégermer. Faire chauffer de l'huile d'olive dans une casserole, mettre les os concassés et les faire colorer. Ajoutez les échalotes, l'ail dégermé, les queues de champignons, les queues de persil, la branche de romarin et du beurre pour enrober le tout. Mouillez avec le vin blanc, laissez réduire. Puis ajoutez le fond blanc de volaille. Laissez cuire environ 15 minutes. Passez au chinois étamine. Dans une casserole, avec de l'eau frémissante, cuire les rables de lapin filmés durant 10 minutes, puis les retirer. Émincez finement l'échalote restante. Une fois les pommes grenailles cuites, et coupées en 2. Cette garniture de pommes de terre peut aussi servir très bien sur un poulet rôti, mais aussi sur une viande rouge. Dans une poêle, avec de l'huile d'olive, faire revenir les champignons de Paris, ajouter l'échalote et une noisette de beurre. Les parsemer de persil haché. Ajoutez ensuite les grenailles, faire revenir et rectifier l'assaisonnement. Enlevez le film d'érable de lapin. Dans une poêle, avec un beurre mousseux, les faire colorer sur toutes les faces et assaisonner. Coupez chaque érable en 2 et en biais. Sur une assiette, disposez joliment la garniture, puis 2 morceaux de rable, nappés de sauce et terminez par quelques noisettes. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.